Inside Clubhouse. Bonjour à tous qui nous rejoignez pour ce premier rendez-vous d'Inside Clubhouse with Lola. Alors elle est l'une des figures familières du réseau. Vous l'avez sans doute déjà croisée, peut-être avez-vous même poussé la porte d'une de ses rooms. Aujourd'hui je reçois Mauna Poésie. Bonjour Mauna. Bonjour Lola, merci pour cette interview et de me recevoir, ça va être cool. Oui, c'est ma première interview sur Clubhouse et je crois ta première interview on et off Clubhouse. Ouais, c'est la première fois que je fais cet exercice, c'est nouveau pour moi, mais j'ai toute conscience qu'avec toi ça va bien se passer. Alors je rappelle que seule la première partie, c'est-à-dire la partie interview, est enregistrée dans cette room. Donc n'hésitez pas à lever la main à la fin de notre aparté pour monter on stage et poser vos questions à Mauna. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on va parler un peu de Clubhouse si tu veux bien. Ouais, Alors, depuis combien de temps es-tu sur le réseau ? alors si j'en crois ce qu'il y a dans ma bio depuis le 17 février, un petit moment déjà. Et tu pratiques beaucoup. Oui, après, j'ai co-créé avec Mélanie Zadel une room sur la gratitude. Et au départ, on était parti sur l'idée de faire ça le matin. Et puis très rapidement, on s'est dit qu'on allait faire ça le matin et le soir. Et finalement, on fait ça depuis un peu plus de 30 jours maintenant. Et c'est vrai que, résultat, j'y suis assez souvent. Et après, à côté de ça, effectivement, j'ai aussi créé le Club L'Art d'écrire sur lequel je co-anime des rooms autour de l'écriture. Le club est encore en construction et je cherche toujours de nouvelles personnes pour partager notre plaisir d'écrire et ce qu'on sait autour de ça. Et c'est vrai que via ces deux activités-là, je suis régulièrement effectivement sur Clubhouse. Et alors, tu t'es découvert ce talent d'animatrice, modératrice en arrivant sur Clubhouse ou tu y pensais avant d'être sur Clubhouse ? En arrivant, parce que je suis d'un naturel assez timide à l'oral, je suis le genre de personne plutôt qui, dans un groupe, va observer avant de prendre la parole et j'ai du mal avec l'idée de parler pour, entre guillemets, ne rien dire. Donc, et en plus, m'exprimer devant des inconnus, c'est pas quelque chose que j'affectionne particulièrement. Mais je me suis rendu compte en prenant la main, enfin, en prenant la main, en levant la main, pardon, au départ dans des rooms sur des sujets qui m'intéressaient, que c'était assez, enfin, c'était sympa et en tout cas, ça me permettait de gagner en confiance sur ce que je dis à l'oral. Et in fine, comme à l'époque de mon arrivée sur Clubhouse, je réfléchissais aussi à me lancer dans un podcast. Moi, ça m'a permis de voir un peu ce que ça donnait de parler, d'animer des rooms. Et puis, quand on le fait à plusieurs, c'est toujours plus sympa. Et puis, c'est rassurant. Tu es présente sur d'autres réseaux sociaux, Instagram notamment, on en parlera un peu plus tard. Qu'est-ce qui te plaît dans ce réseau basé sur la voix que tu ne trouves pas ailleurs ? Euh, sur Clubhouse, c'est vraiment l'idée d'échanger en direct avec des personnes et de se concentrer sur ce qu'elles dégagent. C'est vrai que j'essaye de faire fonctionner un peu plus mon intuition, parce que pareil, je suis très cérébrale, j'ai été cérébrale toute ma vie et j'essaye d'y accorder plus d'importance. Et c'est vrai que par la voix, on tend aussi à essayer de voir ce qu'on ressent lorsqu'on écoute quelqu'un, les énergies que cette personne transmet. Et Clubhouse permet vraiment de dire les choses en ayant moins peur d'être jugé, parce qu'on n'a pas le regard de la personne en face. Donc d'une certaine manière, c'est plus rassurant. Et puis, la manière dont les rooms sont animés en fonction des modérateurs permet aussi souvent d'avoir un sentiment de sécurité qu'on retrouve peut-être pas sur d'autres réseaux sociaux. Et, et c'est un format différent. Il y a plus d'intimité avec les gens, plus de réactivité dans les échanges. Et on va droit au but. On est moins dans le paraître, à mon sens, même si, bon, ça n'empêche pas peut-être certaines personnes de beaucoup parler d'elles ou de s'inventer une vie, je ne sais pas. Mais j'aime bien ce que Clubhouse permet de créer aussi entre différentes personnes venant de pays différents. Voilà, j'ai échangé avec des gens qui étaient en Nouvelle-Zélande, au Japon, et des gens en Afrique. Et ça, ça n'aurait pas été possible avec d'autres applications, ou en tout cas pas de manière aussi instantanée. Et ça permet surtout de fédérer des personnes autour de valeurs et de sujets qu'on partage. Donc je trouve ça assez sympa. Et une des questions souvent qui revient ici, c'est est-ce que tu as déjà fait des rencontres in real life de personnes croisées sur Clubhouse ? Oui, effectivement, ma copartenaire de Room de Gratitude, Mélanie, je l'ai vue dans la vraie vie pour un soin de sonothérapie. Donc, ouais, ça c'est cool, j'ai pu faire ça. Et puis, j'ai déjà fait une visio avec Méline, avec qui on échange aussi beaucoup, qui vient souvent dans la room et avec qui je discute pas mal en dehors de l'app. Et je la vois très prochainement également en vrai. Donc, ouais.
Ça, c'est chouette. Est-ce que tu as pu être surprise par le fait que parfois la voix ne colle pas totalement au physique, ou du moins au physique que tu avais imaginé? Oui, oui, enfin, après, pour le cas de Méline et de Mélanie, ça allait plutôt ensemble parce que Mélanie avait déjà vu sa photo au début et bon, j'avais fait, comme on échangeait un peu, j'avais regardé un peu ses photos sur les réseaux sociaux. Après, pour le coup, typiquement, oui, je la voyais plus grande, par exemple. Mais en même temps, enfin, ça m'a pas choqué plus que ça. Méline avait effectivement une photo un peu plus, on voyait moins son visage, et le jour où elle a mis une photo, on voyait son visage, bah, ça faisait sens. Après, j'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer des hommes, et je pense que peut-être dans le cadre des hommes, ça peut être un peu plus choquant, peut-être. Quoique non, Tiffen, j'ai vu aussi Tiffen pas en vrai, mais via une masterclass, et il est fidèle à ce qu'on voit sur la photo et à ce qu'il dégage. Je dirais même que l'association du visage et de la voix dégage encore plus par rapport à ce qu'il dit en tant qu'expert sur les neurosciences. Donc c'est marrant. Il y a certaines personnes pour lesquelles ça colle totalement et d'autres personnes où ça renforce le sentiment enfin, ce qu'elles dégageaient en termes d'énergie quand on les entendait, quoi, de les voir aussi en physique. Alors Mauna, c'est un pseudo. Ton vrai prénom est Sénan. Mauna, Sénan, ce n'est pas très commun. En préparant l'interview ensemble, tu m'as expliqué qu'au Bénin, dont tu es originaire, Mauna signifiait don de Dieu et Sénan, Dieu m'a donné. Tu es donc doublement protégé par le ciel? Protéger, je ne sais pas. Je dirais que c'est surtout que, enfin, moi, je le vois plus comme une injonction ou un cadeau. Enfin, au Bénin, c'est vrai qu'on choisit le nom des enfants en fonction pour leur donner une intention et puis aussi des circonstances de la naissance. Et dans mon cas, je pense que c'était lié à une naissance effectivement un peu laborieuse et au fait peut-être aussi d'être l'aîné de la famille. Mais c'est vrai que moi, je le vois plus comme une, euh, une mission de vie un peu et une indication dans ce que je dois faire, dans le fait de pas forcément, enfin, de pas gâcher ma vie, mais avec aussi une certaine charge mentale sur les épaules, parce que ça, enfin, encore une fois, je suis croyante et après, bon, je crois en Dieu et au grand tout, mais ça me donne du coup une certaine responsabilité dans le fait de savoir que je suis un don de Dieu, si on peut dire. Donc c'est peut-être pas si anodin que tu consacres autant de temps aux autres dans les rooms que tu hostes et co-hostes. J'aimerais d'ailleurs citer une des phrases de ton recueil qui me semble fait bien écho à tes activités sur Clubhouse. Aujourd'hui, je sème des graines dans tous les corps que je rencontre pour que l'amour germe en eux et que j'y prenne asile. Ta philosophie, c'est qu'en faisant du bien autour de toi, en tendant la main à l'autre, tu te fais du bien à toi-même en retour. C'est une sorte de retour sur investissement. Euh, c'est dans le sens, enfin, pour cette phrase, c'est dans le sens que je me dis qu'en ayant une action aussi bonne que possible envers quelqu'un, parce que par les échanges qu'on peut avoir ou par les conseils que je peux avoir, je vais, j'espère en tout cas, transmettre un peu d'amour et moi-même me mettre dans cette mentalité d'être en amour, parce que je suis quelqu'un qui effectivement était assez très souvent plutôt du côté obscur, plutôt négative, et le fait de fonctionner aujourd'hui plutôt comme ça, enfin, je l'ai fait depuis toujours, mais j'étais moins dans cette conscience vraiment de faire les choses pour le bien et qu'importe ce qui se passe derrière. Je pense que c'est une manière ouais, de créer quelque chose et après de me dire, je sais que potentiellement si quelque chose m'arrive, je pourrais me tourner vers ces personnes-là et effectivement y prendre asile d'une certaine manière. Alors on reviendra tout à l'heure un peu plus sur Mauna Poésie, mais avant j'avais envie que tu nous racontes davantage Sénan Agumba. Tout commence à tes 6 ans lorsque tu reçois une machine à écrire en cadeau. Raconte-nous un peu la petite Sénan. Oui, effectivement, mes parents m'ont offert ça. J'ai appris à lire et à écrire enfin, un peu plus tôt peut-être que la plupart des enfants. Et ce cadeau, pour moi, était vraiment comme une extension de mon envie d'écrire. Le fait de lire beaucoup de livres quand j'étais plus jeune, enfin, je pouvais aller à la bibliothèque et prendre le maximum de livres autorisés et les finir en une semaine. À l'époque, c'était 10. C'est vrai que la machine à écrire, ça a vraiment été comme une évidence de cette envie de devenir un jour écrivain, de moi-même écrire un livre. Et je l'ai vu comme un outil pour donner de la voix à ce que je ne parvenais peut-être pas à dire. Et j'aimais bien l'idée aussi de taper directement, de créer ces mots, de les voir s'afficher en automatique, puisque bon, à l'époque, il y avait l'informatique, mais c'est pas encore ce qu'on connaît aujourd'hui. Et j'aimais bien vraiment l'idée de créer des histoires,
le bruit de la machine, le geste qu'on fait pour la remettre dans le bon sens, entre guillemets. Ça, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup, voilà. Et c'est vrai que cette machine à écrire a été le début d'une relation avec l'écriture que j'essaye aujourd'hui encore de faire fructifier et que j'analyse toujours. Donc il y avait une véritable conscience de l'objet parce que beaucoup de petites filles au même âge ont reçu une machine à écrire, mais finalement c'était plus comme un jeu qu'un outil finalement de travail. Et toi, tu le conceptualises déjà à cet âge-là comme un outil de ce que tu as envie de faire plus tard. Ouais, c'est vrai, j'avais pas pensé, mais oui, effectivement, j'y tapais pas juste pour taper, effectivement, c'était vraiment, enfin, peut-être pas tout de suite, parce que bon, à 6 ans, on reste encore petit, mais j'aimais bien l'idée d'écrire mon prénom, d'écrire des mots, d'écrire ce que je lisais, et puis de commencer à écrire des petites phrases, des petites histoires. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je n'ai pas de machine à écrire, ce qui semble paradoxal, parce que j'attends de trouver la bonne, comme on choisit un peu son alter ego. Mais ça fait partie de mes rêves, si on peut dire, mais d'avoir effectivement aussi une machine à écrire et pourquoi pas d'écrire peut-être un ouvrage entier à partir d'une machine à écrire. Mais voilà, ouais, c'est quelque chose qui est ancré en moi et que j'affectionne beaucoup. Peut-être que si un jour ma maison est en feu, peut-être que je prendrai juste la machine à écrire en partant. Qui sait? Et tu as toujours cette machine à écrire quelque part dans un grenier, un garage où tu l'as Je plus. pense, ouais. Ouais. Non, je pense que mes parents sont du genre à garder certaines choses importantes, comme ils ont pu garder mes carnets de notes avec mes notes, parce que voilà, j'étais une excellente élève étant petite, enfin, bon, pendant très longtemps au final. Mais je pense qu'ils ont dû garder cet objet-là. En tout cas, j'espère. Alors malgré cette passion pour la lecture et l'écriture qui arrive très tôt, tu as un parcours assez classique, prépa, école de commerce, tu te tournes ensuite vers le marketing, puis le marketing digital. Tu passes par des boîtes comme Pfizer, Vinci. Alors j'ai rien contre ces grosses entreprises, mais on est encore très loin de l'artiste qui sommeille en toi. Comment et quand s'est passée la transition? Comment s'est passé le déclic? J'ai gardé un lien avec ma part artistique, si on peut dire, d'une certaine manière, parce que mes parents nous ont inscrits enfin, assez rapidement. Ils ont fait en sorte qu'on puisse faire beaucoup d'activités, qu'on puisse s'intégrer, si on peut dire, de certaine manière, et en tout cas avoir le plus de chances possible pour réussir. Et ils nous ont effectivement inscrits au conservatoire. Donc j'ai fait 9 ans de solfège, j'ai fait 13 ans de flûte traversière, j'ai fait du modern jazz, un peu de danse classique, un peu de hip-hop, beaucoup de hip-hop même plutôt. Et j'ai gardé quand même tout au long de ma vie ce lien. C'est vrai que l'écriture, c'est beaucoup plus atténué une fois entrée en prépa parce que voilà, ça demandait un investissement de temps qui nécessitait que je mette de côté certains loisirs. J'ai retrouvé l'écriture après en école de commerce via la création du journal de l'école où j'étais avec 4 autres étudiants. Ça a permis de retrouver ce lien et puis j'ai été prof de hip-hop, donc ça a permis de garder un peu cette touche artistique et ma part de créativité, je la voyais dans le marketing. C'est aussi pour ça que j'ai choisi cette voie-là, parce que je pensais peut-être naïvement que je pourrais, à travers ces métiers, exprimer ma créativité parce que ça restait quelque chose d'important pour moi. Mais ça n'a pas été le cas. Et effectivement, comme tu l'as dit, je suis passée par ces groupes-là dans une logique aussi femmes noires immigrées, d'arriver à s'intégrer en ayant une sorte de reconnaissance sociale, parce que je pensais à l'époque que c'était ça, la reconnaissance sociale. Mais le déclic s'est fait parce que la crise est arrivée, parce que j'ai fait des burn-out, parce que je n'aimais pas forcément ce que je faisais. Et je me suis dit qu'il était temps peut-être de revenir à mes premiers amours et de revenir donc à l'écriture et à la lecture. Donc on peut dire que c'est à la fois un burn-out, à la fois des amours du travail que je faisais et puis la crise quoi, qu'on connaît aujourd'hui. Et puis en 2020, à la fin du premier confinement, tu te lances sur Instagram où tu déposes des pensées, des citations. C'est quoi l'impulsion à ce moment-là? C'est ce confinement, c'est à la fois le confinement, mais surtout aussi des soucis de santé qui sont apparus autour de mars-avril de l'année dernière et qui m'ont fait commencer un peu à cogiter sur qu'est-ce qui était important, qu'est-ce qui était essentiel, qu'est-ce que je voulais faire de ma vie, ou en tout cas qu'est-ce que je voulais laisser si demain je n'étais plus là. Et c'est vrai que ça a été une part du déclic, la santé et le confinement. Et j'ai donc commencé à écrire ces textes. Je me suis dit qu'il était temps de les ouvrir à plus de gens que mes proches,
et de voir ce que entre guillemets, le monde en pensait. Donc, c'est une volonté de commencer tranquillement, doucement à écrire et de voir après où ça allait me mener. Oui, et donc au début du deuxième confinement, tu décides de te lancer dans l'aventure de l'écriture. Donc c'est quelque chose que tu avais mûri déjà lors du premier confinement, en fait. Lors de cette phase d'introspection qu'on a tous traversée et qui finalement, que pour beaucoup, nous a sortis de notre zone de confort. Ouais, au premier confinement, ouais, en mai, j'ai ouvert ce compte, j'ai posté des textes. Et puis, le deuxième confinement arrivant, je me suis dit, qu'est-ce que je pouvais faire encore enfin, comment on dit en anglais, de bold, de strong, quelque chose qui me fasse sortir de ma zone de confort et qui me pousse en avant dans l'objectif, dans l'idée d'arriver à donner du sens à ma vie. Et oui, au deuxième confinement, je me suis dit que j'allais écrire un livre et j'ai fait ça en un mois. Je l'ai écrit et je l'ai auto-publié, effectivement, ouais. Et alors, comment tu t'y es pris justement pour accoucher au-delà de nos mots? Comment, enfin, beaucoup d'auteurs parlent de l'angoisse de la page blanche. Tu t'es mis devant ta page et puis tu t'es dit, allez, on y va. Qu'est-ce que tu avais envie de nous raconter? Pourquoi? Sur cet ouvrage, c'est un mélange de textes que j'ai écrits tout au long de ma vie, mais qui ont été donc, enfin, pas améliorés, mais qui ont été revisités, un peu plus travaillés, un peu plus analysés avec mon expérience en tant qu'adulte. Un mélange de textes que j'ai écrits donc depuis mai lors du premier confinement et un mélange de textes que j'ai écrits en une semaine quand j'ai décidé de publier ce livre. Et je voulais que si c'était si d'aventure, encore une fois, je venais à disparaître plus tôt que prévu, entre guillemets, je voulais que ce soit que le livre que j'allais laisser soit un peu comme une sorte de compagnon de route pour les personnes qui le liraient. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, j'ai été beaucoup dans la négativité ou en tout cas j'ai vécu des choses assez dures tout au long de ma vie et je souhaitais montrer aux gens que c'était important d'arriver à trouver un équilibre entre sa part d'ombre et de lumière en acceptant ce qui se passe. Et je voulais que ce livre soit un peu l'expression de ça, de la part d'ombre et de la part de lumière, et que les personnes qui le liraient trouvent un peu de réconfort par cet ouvrage, par les illustrations qu'il contient, et qu'ils puissent les accompagner dans la crise qu'on connaît aujourd'hui, mais même en dehors de ça, dans les années à venir. Donc c'est un peu dans cette optique-là que j'ai écrit Au-delà de nos mots. D'ailleurs, tu l'expliques parfaitement dans cette phrase. Avec ce recueil de textes illustrés, je propose d'apporter un peu de lumière dans les ténèbres qui assombrissent parfois nos vies. Et donc, tu abordes plusieurs thèmes, les amours, les solitudes, l'estime de soi, les peurs, les douleurs, la résilience, l'espoir. Ce sont des thèmes qui te sont chers ou c'est vraiment des thèmes dont tu avais vraiment besoin de parler à ce moment-là de ta vie? Ce qui est marrant avec cet ouvrage, enfin marrant, je me suis rendu compte que les textes que j'ai écrits sur Instagram, pas tous, parce qu'il y a des textes qui sont plus centrés sur l'amour, la nature, des choses un peu plus, pas conceptuelles, mais qui s'éloignent un peu de cette idée de résilience. Je me suis rendu compte en tout cas que les textes que j'écrivais, même quand je demandais à mes abonnés de me donner un mot comme ça au hasard pour en faire un poème, au final, il y avait toujours cette dualité entre le jeu d'ombre et de lumière qu'il peut y avoir entre les différentes personnalités, les différentes voix qui nous composent. Et, euh, et pour moi, l'amour, la solitude, la résilience, enfin, l'ensemble des thèmes qui sont dans cet ouvrage se nourrissent des deux. L'estime de soi, la solitude, elles prennent leur force et leur source dans l'ensemble de ces thèmes. On peut les regarder à travers chacun de ces prismes. Et, euh, et je trouvais que c'était intéressant d'apporter un regard, de se positionner, de les entendre un peu discuter entre elles et de voir ce qui leur sortait. Pourquoi avoir choisi de te raconter en poésie et non sous la forme d'un roman, par exemple? J'ai écrit des contes quand j'étais plus jeune, j'ai écrit des nouvelles, beaucoup. J'ai commencé un roman de fantasy, mais que je n'ai jamais terminé. Et quand j'ai commencé sur Instagram, je me suis rendu compte que bah, déjà le format ne se prêtait pas à écrire des pavés, ou en tout cas c'est pas ce que je voulais faire. Et puis juste avant aussi d'ouvrir ce compte, j'ai lu un deuxième ouvrage de la poétesse Rupi Kaur et je me suis rendu compte que ça existait, de la poésie moderne, qu'elle prenait une forme différente de ce que j'avais pu découvrir à l'école avec tout ce qui est Flaubert, Apollinaire,
euh, tout ce qui est Baudelaire, et je me suis dit que c'était plus quelque chose qui me parlait, le fait d'exprimer quelque chose en des phrases courtes ou en tout cas en racontant des histoires à travers des poèmes plus ou moins longs. Et je me suis dit que peut-être ce serait un plus trop gros challenge de me lancer dans un roman, ou en tout cas je n'avais pas d'idée pour donner vie à ça. C'est peut-être quelque chose que je ferai plus tard. Mais voilà, j'ai écrit beaucoup de poésie après avoir découvert Les Fleurs du Mal. Et je me suis rendu compte, voilà, en les découvrant Repicourt, que ça pouvait prendre une forme différente et que ça correspondait un peu à ce que je faisais. Je me suis dit, pourquoi pas. Et alors justement, quels poètes t'ont inspiré tout au long de ta vie, ou du moins vers quel poète va ta sensibilité? Alors, il y a eu donc Les Fleurs du Mal de Baudelaire, parce que ça, le spleen, c'est quelque chose que je vivais malgré moi à cette époque-là. Et après, il y a eu effectivement Repicourt il y a quelques années et qu'aujourd'hui je suis religieusement, si on peut dire. Après, j'essaye de m'ouvrir à d'autres styles poétiques parce qu'aujourd'hui, il y a foison d'auteurs sur Instagram, donc ça permet aussi de découvrir de nouvelles choses. J'ai pas encore trouvé d'autres coups de cœur. Je lis des textes comme ça. J'ai suis justement commandé des livres de d'autres auteurs recommandés par certains des abonnés qui me suivent pour aller un peu enrichir aussi ma littérature à ce niveau-là. Mais voilà, pour l'instant, on va dire Baudelaire et Rupico. Et puis avant même de lire l'ouvrage, juste en feuilletant les pages, on est happé par les sublimes illustrations assez minimalistes. Comment s'est déroulée l'illustration de ton recueil? Les dessins se sont imposés d'eux-mêmes à tes textes, ou est-ce que c'est l'inverse? Alors, ouais, tous les textes étaient écrits dès le départ, enfin tous, une partie, puisque j'ai écrit l'autre partie après une semaine après avoir reçu les illustrations. J'ai contacté des illustrateurs sur Instagram et je leur ai envoyé mes textes en leur demandant de choisir ceux qui les inspiraient le plus pour les illustrer. Et ensuite, on a fait des brainstorming à plusieurs. Chacun m'a dit ce qu'il voyait à la lecture de ce texte et j'ai choisi ce qui à la fois correspondait le plus à ce que je voulais transmettre et à la fois ce qui était le plus, enfin, je voulais que les illustrateurs soient aussi à l'aise. Je voulais pas qu'ils, c'est vrai que je voulais vraiment qu'ils choisissent des textes sur lesquels ils étaient inspirés et non que je leur impose, bah toi tu vas décider ce texte-là ou autre parce que je trouve que ça n'a pas de sens et que leur art serait contraint. Je voulais vraiment qu'ils se sentent libres. Donc le choix s'est fait comme ça. Donc les illustrateurs sont partis des textes qui leur parlaient le plus, m'ont fait des propositions et j'ai pris celles qui collaient le plus à ce que je voulais transmettre. Dans ton avant-propos, tu avertis, la ponctuation est volontairement minimaliste afin de laisser la possibilité au lecteur d'inspirer et respirer au fur et à mesure de cette aventure. Le minimalisme, c'est une philosophie pour toi, un art de vivre? Euh, ça a pas été forcément le cas. Enfin, on n'a jamais été très dépensier dans la famille, si ce n'est pas du tout. Après, moi-même, en grandissant, c'est vrai que je fais attention parce que pour moi, voilà, l'argent a une valeur, même s'il faut le voir comme un flux et s'en libérer. Mais je voulais que cet ouvrage soit que chacun puisse le lire à sa manière, à son rythme, que chacun puisse à la lecture première, deuxième, parce que voilà, il y a des personnes aujourd'hui qui me disent qui le lisent en plusieurs fois ou qui l'ont lu en une fois et qui reviennent dessus. Je voulais que chacun, à chaque nouvelle lecture, le vive différemment. Et je trouve que mettre de la ponctuation peut parfois donner déjà une intention dans la manière de lire l'ouvrage que je ne voulais pas mettre. Et après, dans ma vie de tous les jours, j'essaye d'être minimaliste, mais bon, encore une fois, c'est un choix que certaines personnes n'ont pas. Donc, et qui n'est pas facile à faire, mais sur lequel je travaille. Mais dans le cadre du recueil, voilà, je voulais vraiment que ce soit plus une question d'expérience, que chacun puisse vivre ça à son rythme et avec la mélodie intérieure que chacun a en lisant en lisant les mots. Tu parles d'amour dans le recueil, mais aussi d'une forme de rapport de force. Tu sais, quand j'y repense, tu ne m'as rien enlevé. Tu m'as donné la force d'être plus fort encore. Cette victoire-là, c'est la mienne. Elle est à moi et contrairement à mon corps, tu n'y toucheras pas. J'ai un peu honte de faire ce parallèle, mais un peu comme dans la chanson de Florent Pagny, Ma liberté de penser, l'homme peut tout te prendre, même ton corps, mais ton âme, tes victoires, finalement, ce sont les seules choses qui sont à toi et qu'on ne peut pas te retirer. C'est le fait que quand on est victime de violences, qu'elles soient physiques ou psychologiques, il y a toujours enfin, moi en tout cas, je parle de ce que moi j'ai vécu, ce sentiment d'avoir perdu quelque chose ou d'être sali ou
d'avoir encore une empreinte. Et à mon sens, arriver à dépasser ça permet de se détacher de cette impression, de se dire je suis au-delà de ça, d'où un peu peut-être aussi le titre, mais de pas se limiter à ce qui a été vécu, mais d'aller chercher de la force ailleurs. Et c'est une forme de victoire de pas se, se- s'enfermer dans la violence dont on a été la victime, à laquelle on a été exposé, parce que victime, j'aime pas non plus trop le terme, mais c'est une manière de passer outre. Même si c'est compliqué, c'est pas quelque chose qu'on fait en claquant des doigts et qui demande vraiment beaucoup d'énergie et d'introspection personnelle et une force aussi de vie, d'envie de vivre. Je pense qu'arriver à s'approprier ça, à se détacher de cette expérience, ça nous appartient. C'est quelque chose qu'on ne peut pas nous enlever, puisque c'est nous qui le réalisons, c'est nous qui le faisons, c'est nous qui le vivons. Et c'est ce qui permet, in fine, de se dire, OK, j'ai été exposé à ça, on m'a fait ça, mais aujourd'hui, ma capacité à aller au-delà de ça, c'est ma victoire à moi et ça, personne ne peut me l'enlever. Un peu plus loin dans le recueil, tu parles des apparences. Il y a une phrase qui m'a bouleversée. J'ai tenté de fondre ma diversité dans l'obscurité, de teindre d'invisible chacune de mes aspérités, mais dans un écosystème autonome et bien huilé, un corps étranger finit toujours par être rejeté. Aucun artifice ne saurait en effet masquer l'imperfection d'une toile entachée, alors que j'ai pris mon plus beau pinceau, trempé à l'encre de ma peau pour donner vie à ma propre réalité, celle dans laquelle je peux exister. Tu fais allusion à ta diversité, ta différence. C'est terrible ce sentiment de devoir se fondre dans la masse à tout prix. Le racisme, tu as dû y faire face? Oui, 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 effectivement, toute ma vie. Et après, c'est vrai que ce texte, quand je l'ai écrit, c'était en réponse à des mots que justement un de mes abonnés m'avait donné pour en faire un texte. Et les mots qu'il m'avait proposés m'ont évoqué ça. Et, euh, et oui, enfin, j'ai grandi en essayant effectivement de m'effacer parce que je suis quelqu'un plutôt d'un naturel discret et que dans les différents univers où j'ai pu évoluer, que ce soit au conservatoire, que ce soit en classe prépa, que ce soit au lycée Louis-le-Grand ou en école de commerce, j'ai pas forcément tout de suite rencontré des personnes qui me ressemblaient. Plus en grandissant, bien évidemment, mais même dans le monde du travail, j'ai été confrontée effectivement aussi au racisme. Et c'est vrai que pendant longtemps, j'ai pensé que la stratégie à avoir, c'était de ne pas être visible. Et parce que j'avais pas non plus beaucoup de modèles de personnes faisant ce que je faisais ou en tout cas pouvant m'inspirer dans la voie de vie professionnelle, personnelle que je pensais vouloir. J'avais pas ces modèles-là, donc c'est la stratégie que j'ai choisie. Et après, par la suite, en grandissant et plus avec les événements aussi qui se sont passés il y a quelques mois, j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes qui ont pris le contre-pied de ça et qui revendiquent leurs différences, qui revendiquent le fait d'être dans une société où peut-être on ne nous laisse pas de place. Et aujourd'hui, c'est vrai que je travaille plus à me dire, OK, bah, si ma place n'est pas là, je vais la créer ou je vais peut-être créer moi-même un écosystème qui me convient. D'où effectivement la fin de ce poème, avec l'idée de se dire, on va pas attendre que les autres nous donnent ce qui, à nos yeux, nous revient de droit, ou en tout cas ce dont on a besoin, ce qu'on cherche pour exister. C'est à nous d'aller le créer, et c'est à nous soit de créer un nouvel écosystème, soit de disparaître, mais d'arriver à infiltrer cet écosystème avec ce qui fait notre différence, qui in fine est une force. Tu m'as aussi dit lors de nos échanges que les événements liés à la mort de George Floyd, dont le procès a démarré depuis une semaine, avaient eu un impact sur ta vie. Tu fais partie de nombreuses associations qui tentent de faire bouger les lignes. C'est quelque chose que j'aimerais faire. Enfin, j'ai rejoint à un moment une association effectivement qui a pour mission de permettre aux afro-descendants parisiens de se retrouver. Aujourd'hui, enfin, l'été dernier plutôt, j'ai voulu faire quelque chose à mon niveau aussi, également en créant un compte Instagram Afro-Génération qui a pour ambition de mettre en avant des profils d'hommes et de femmes afro-descendants noirs dans plusieurs activités professionnelles, quelles qu'elles soient, parce que j'avais entendu dans plusieurs émissions à l'époque de ce qui s'était passé avec George Floyd, des personnes dire qu'il n'y avait pas d'hommes et de femmes noirs, avocats, journalistes, médecins, alors que si, c'est simplement que le projecteur n'est pas centré sur ces personnes, sauf quand quelque chose va mal, ou quand elles font quelque chose qui va à l'encontre
de ce que la société pense être légitime ou dangereux. Euh, c'est ma manière à moi d'apporter un peu une petite pierre à l'édifice, mais avec, encore une fois, avec la création de ce compte Instagram Mauna Poésie, ça m'a ouvert aussi des portes. J'ai pu commencer à échanger avec des personnes différentes. Et le compte Afro-Génération m'a permis moi-même de me nourrir des expériences de toutes ces personnes et de leur combat à leur échelle également dans cette volonté de prendre position et de dénoncer les injustices dont nous sommes parfois les victimes. Et c'est mon souhait de travailler plus en profondeur dans ça. Ça passe aussi par de lire plus de livres écrits par des personnes afrodescendantes pour comprendre d'où je viens, pour comprendre quel est le lien entre mes origines et le système dans lequel j'évolue. C'est un travail de longue haleine, mais c'est un travail nécessaire. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir beaucoup de personnes qui par leur travail sur Instagram et sur d'autres réseaux sociaux, mettent en avant cet héritage, mettent en avant ces connaissances pour permettre à tout un chacun de s'enrichir de ça et de comprendre que, j'allais dire le peuple noir, mais enfin, que toute personne a une valeur, a une richesse à apporter et que, contrairement à ces personnes qui disent qu'il n'y a pas d'hommes et de femmes noirs dans certains métiers, nous sommes bien présentes et c'est aussi une manière de donner des modèles aux enfants à venir pour que eux également puissent créer encore une fois, leur écosystème. Et puis tu évoques souvent la solitude dans ton recueil. J'aime la solitude de tout mon être, de tout mon corps. À raison ou à tort, avec elle, c'est moi d'abord. C'est important pour toi la solitude? Euh, c'est c'est quelque chose avec lequel j'ai grandi bon gré, mal gré, au sens où j'ai souvent eu du mal petite à communiquer avec les autres, à comprendre des codes pour m'intégrer et vice-versa. J'imagine que aussi ça devait pas être évident pour communiquer avec moi. Et j'ai appris donc à me satisfaire de ma propre compagnie. Mais ça ne veut pas dire que je n'aime pas les gens, bien au contraire. Mais c'est, comme je le disais tout à l'heure, je suis d'un naturel discret. Donc, je vais beaucoup observer en groupe au début avant de parler. Et c'est vrai que j'aime bien aussi être dans cette solitude pour pouvoir créer, pour pouvoir me retrouver avec moi-même et pour pouvoir faire un peu silence avec toutes les voix extérieures pour prendre le temps d'écouter les miennes et de me nourrir de ça. Et c'est vrai qu'après, en termes de créativité, même dans mes activités sportives, même si j'ai fait du judo qui reste un peu quand même un sport d'équipe, ou même la danse, c'est vrai que je prends quand même un peu plus de plaisir peut-être aujourd'hui dans ce que je fais seule parfois comme activité, parce que ça me permet de faire un temps de pause avec moi et mes voix intérieures. Et puis comme de nombreux auteurs, je pense à Amélie Nothomb en particulier, que j'ai eu la chance de rencontrer à plusieurs reprises, et qui s'impose une discipline de fer lorsqu'elle crée. Toi aussi, tu t'obliges à produire un certain nombre de pages, à écrire sur certaines plages horaires? Pas du tout. J'ai essayé à une époque d'écrire sous la contrainte, si on peut dire. Après, l'avantage d'avoir commencé sur Instagram à partager mes textes, parce que bon, il y a des personnes et ça je l'ai découvert plus tard, qui utilisent des réseaux sociaux comme Wattpad ou autres pour partager ce qu'elles écrivent, même Pinterest. Moi, j'ai choisi Instagram parce que bon, bah, j'avais un compte personnel dessus, et puis parce que j'ai vu qu'il y avait des gens qui commençaient à faire ça, et puis surtout, encore une fois, parce que c'est aussi comme ça que j'ai découvert Rue Picourt, qui s'est fait découvrir aussi via Instagram. L'avantage de ce réseau social, c'est que ça oblige, si on veut, pouvoir diffuser ces textes, parce que moi, je voulais vraiment au départ avoir l'avis d'autres personnes que mes proches. Ça oblige à être régulier, si on veut que cette histoire d'algorithme qui puisse booster, mettre en avant ce qu'on écrit, ça oblige à être régulier et à nourrir un peu le compte. Donc ça m'a obligé à produire des textes. Le fait aussi de demander à mes abonnés de temps en temps de m'envoyer des mots ou des thèmes pour que j'écrive en fonction de ceci m'obligeait aussi à avoir une certaine forme de créativité régulière. Mais je ne suis pas du genre à me dire j'écris de telle heure à telle heure tous les jours. Je ne sais pas faire, d'autant plus que la plupart de mes textes, ceux que je qualifie de beaux en tout cas, me viennent sous le coup des émotions et que les émotions, on les prévient pas, quoi. On ne peut pas les planifier à l'avance. Donc, quand je vis quelque chose de dur ou de positif, j'essaye de l'écrire tout de suite, sur n'importe quel support. Et c'est ça qui nourrit ma créativité, c'est de lui répondre lorsqu'elle s'exprime.
et Mais pas de l'enfermer. tu arriverais à dire que tu es plutôt du matin, du soir, tu aimes écrire la nuit, par exemple. Beaucoup d'auteurs aiment écrire la nuit, dans cette solitude justement de la nuit. Alors oui, si, enfin, bon, dans ces cas-là, ouais, je suis plus du matin. Je faisais le Miracle Morning sur mon compte depuis le collège, parce que je me lève assez tôt. Et c'est vrai que le matin, c'est le temps pour moi. Je sais qu'il y a peu de chances qu'entre 5h et 8h du matin, quelqu'un m'appelle pour me demander quoi que ce soit ou qui est-ce. Et j'aime bien l'idée d'être réveillée quand le monde dort encore. Et il est vrai que pendant cette phase-là que je prends pour moi, c'est là où je vais essayer d'écrire le plus, puisque c'est aussi à ce moment-là que bah, je vais faire tout ce qui est journal d'écriture automatique, méditation. Et c'est là où je vais faire un peu ce scan intérieur. Et comme j'écris enfin, j'allais dire sous couvert de mes émotions, mais comme souvent c'est, voilà, je leur laisse la voix en écrivant, c'est dans la matinée au réveil que bah, parfois elles sont le plus vives. Maintenant, ça m'arrive d'écrire aussi. J'ai eu des choses un peu difficiles qui se sont passées euh, personnellement et professionnellement, et ça m'arrivait d'écrire juste après comme un exutoire. C'est aussi ça, l'écriture, c'est une forme de thérapie. En tout cas, ça l'a été toute ma vie. Et c'est vrai que dans ces cas-là, bon, bah, ça peut arriver en plein milieu de l'après-midi, ça peut arriver le soir. Enfin, quand on a une rupture, par exemple, on la planifie pas non plus. Mais mes résultats, effectivement, en majorité, je vais écrire du matin. Maintenant, après, quand la vie bah, me met une petite pierre devant et que je tombe, bah, je vais écrire quand je suis au sol. Et ça peut arriver à tout moment de la journée. Et puis justement, comme tout à chacun, Mauna, tu traverses des phases de up et de down. Vers la fin du recueil, tu abordes le thème de la résilience. Je suis ce qu'il y a de meilleur en toi, je suis l'espoir, je suis la résilience, je suis la femme louve en toi. Comment développe-t-on sa résilience? Y a-t-il des mécanismes que tu as adoptés? J'ai découvert que j'étais résiliente après, enfin, quand j'ai suivi une thérapie, parce que c'est pas moi qui ai utilisé ce mot-là, c'est la personne que je consultais et qui a mis des mots sur ce que je faisais, parce que enfin, je pensais que c'était normal enfin, d'être victime d'agressions physiques et autres et de continuer à avancer. Et c'est elle qui a mis un mot sur ça, qui m'a fait lire aussi l'ouvrage le nom m'échappe, mais de quelqu'un qui est connu sur ce thème, qui explique ce que c'est la résilience des personnes qui ont connu la guerre, des personnes qui ont connu bah, des viols, des personnes qui ont connu des abandons, etc. Et c'est à travers ça que j'ai découvert que oui, c'est ce que j'étais visiblement. Je pense que on l'a, on peut la construire en étant conscient, entre guillemets, en développant une sorte de mindset. Le mot est assez populaire en ce moment, mais qui nous met dans un état d'action une fois qu'on est victime de quelque chose de dur, qu'on doit traverser une mauvaise passe. C'est la capacité à se dire, quoi qu'il arrive, je vais me relever, je vais prendre le temps qu'il faut pour encaisser cette douleur, pour l'accepter, lui donner sa place, parce que ça aussi m'a fallu beaucoup d'années pour apprendre que c'était une chose de passer de l'ombre à la lumière et de pas après vouloir revenir à l'ombre, mais que c'était nécessaire d'y revenir et de laisser cette place aussi à la part sombre qui est en moi. Mais je pense que ça peut se construire, mais c'est mieux d'en être averti, c'est mieux de connaître les codes, c'est mieux de travailler sur soi, de se faire accompagner aussi si nécessaire. Mais c'est quelque chose qui peut enfin, qui s'acquiert parce que c'est pas donné à tout le monde de se relever après quelque chose de dur. Mais c'est vrai qu'y parvenir, c'est de la résilience et se dire que tous les jours, quoi qu'il arrive, on fera de notre mieux, même si c'est pas aujourd'hui, demain est un autre jour. Avant de permettre aux personnes dans l'audience de monter on stage pour te poser leurs questions, je voudrais finir par une phrase qui a beaucoup résonné en moi et d'une certaine façon à cette room. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, j'aime à penser que rien n'est encore décidé, j'aime à croire qu'à chaque pas que je fais, je crée 1000 autres opportunités. On constate souvent dans la vie, et encore plus sur Clubhouse, il me semble, que chaque chose que l'on entreprend nous mène vers d'autres projets, des voies même que l'on n'aurait pas imaginées quelques heures, quelques jours auparavant. Donc ton idée serait de tracer son chemin, quoi qu'il arrive, puisque de toute façon, de bonnes choses vont arriver. Oui, ça oui, mais j'en ai pris conscience que depuis peu. C'est aussi pour ça que j'ai écrit cet ouvrage, c'est pour l'ancrer en moi, pour que les jours où j'ai l'impression que je vais droit dans le mur ou que je ne vais nulle part ou que je ne sais pas quel est mon but, d'avoir cet ouvrage à côté pour me le rappeler, quoi, les mots que j'ai écrits, pour qu'il me motive également.
On a des opportunités à chaque fois et c'est vrai que c'est pas évident d'avancer sans savoir de quoi demain sera fait, mais de se dire que on aura toujours la capacité, on trouvera toujours les ressources en nous pour faire face, qu'on reçoive des bonnes ou de mauvaises choses. En final, c'est peut-être pas des mauvaises choses, c'est que à cet instant précis, c'est pas ce qui était pour nous, mais que demain, ce qui est pour nous sera peut-être là. Et c'est à nous de le construire, c'est à nous d'avoir un esprit de générosité, d'abondance et d'avoir confiance en notre capacité à construire, d'avoir confiance en notre capacité à envoyer des bonnes ondes aussi à l'univers, parce que l'univers nous le rendra bien en fonction de ça, de ce qu'on lui transmettra. Donc, avoir un état d'esprit où on se dit que quoi qu'il arrive, on aura une nouvelle opportunité de faire différemment, ça crée ces opportunités-là. Mauna, nous arrivons presque à la fin de cet entretien. À l'instar de mes maîtres en matière d'interview, Bernard Pivot, James Lipton ou encore Thierry Ardisson, je clôturerai systématiquement Inside Clubhouse with Lola avec un petit questionnaire de Proust à ma façon. Alors Mauna, dans quel état d'esprit te sens-tu après cette interview ? Euh, C'était donc ma première fois. J'espère ne pas avoir raconté trop de conneries. Je me rends compte que c'est pas un exercice évident, mais c'était agréable, challengeant également. Et d'une certaine manière, ça permet aussi de faire une introspection en direct. Donc merci à toi de m'avoir proposé ça. Quel livre a changé ta vie ? Alors, il y en a plusieurs qui ont marqué, enfin, un peu comme, comment on appelle ça, sur les rails, qui ont fait des dérivations sur mon chemin de vie, qui ont du coup passé le train à gauche ou à droite. Je ne trouve plus le mot il y a un terme pour ça. J'ai eu plusieurs livres dans ma vie qui ont eu cet effet-là sur moi. Il y a eu l'Assassin Royal, toute la saga, parce que voilà, j'aimais la fantaisie et c'est ça qui m'a donné aussi qui a nourri mon envie d'écrire et à un moment d'écrire des livres de fiction. Il y a eu Le Bonheur selon Confucius qui m'a permis de certaine manière de sortir d'une période très sombre de ma vie en découvrant cet ouvrage. Il y a eu 10% plus heureux par rapport à la méditation parce que j'avais beau en faire depuis plusieurs années, j'avais encore du mal à comprendre comment on fait de la méditation et cet ouvrage m'y a aidé. Et puis, il y a eu, comme je disais tout à l'heure, Rupicourt. Et enfin, plus récemment, il y a eu Peau noire, masque blanc de France Fanon qui a mis des mots sur ce que j'entendais, ce dont j'avais été victime par rapport au racisme et qui m'a permis de comprendre certaines choses. Mais si tu devais en choisir qu'un seul pour aller t'exiler sur une île déserte ? Je prendrais le mien pour me rappeler, comme je disais, de croire en la vie et que quelqu'un viendra un jour me chercher sur cette île. Le tien, donc on rappelle le nom au-delà de nos mots. Ton C'est mot ça. préféré ? Mon mot préféré, c'est un mot que j'avais découvert plus jeune parce que j'aime beaucoup les animes et j'avais découvert la série Naruto et on parle de Nindo qui correspond à la voix du ninja et c'est un peu cette idée de trouver sa mission de vie. Donc c'est un mot que j'aime bien. Et le mot que tu détestes ? Bienveillance et résilience un peu. Enfin pardon, bienveillance et racisme plutôt, résilience. C'est pas que je le déteste, mais c'est qu'on entend beaucoup. Bienveillance, c'est plus parce que voilà, j'ai parmi les hommes qui sont passés dans ma vie, il y en a un qui faisait beaucoup de choses sous couvert de bienveillance et qui ont plutôt généré des traumas en moi. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec ce mot. Et racisme parce que il y a trop de haine associée à ce terme. Le son ou le bruit que tu aimes ? Celui de la mer, je le trouve très apaisant. Et le son ou le bruit que tu détestes ? Euh, les, les raclements d'ongles sur Ah, quelle certaines choses. horreur ! Voilà. Quel est ton principal trait de caractère ? La résilience, hein, même si, comme je disais tout à l'heure, ce mot, à force de l'entendre à tort et à travers, il commence à me chauffer les oreilles. Mais je pense que enfin, en tout cas, c'est comme ça que mes amis me définissent également, comme quelqu'un d'extrêmement résilient. Et ton principal défaut ? Ma mémoire affective, j'ai pas trouvé de terme d'adjectif pour qualifier ça. Enfin, c'est pas tant que je suis rancunière, c'est peut-être un peu,
mais c'est simplement que j'ai du mal à ne pas voir les gens à travers le prisme de ce qu'ils m'ont fait ressentir et donc à accepter qu'ils ne se définissent pas à travers mes émotions, mais à travers ce qu'ils sont. Le don que tu aurais aimé avoir. Le don que j'aurais aimé avoir. Ah, celui de la téléportation. Ah oui, ça c'est pratique. Ça c'est pratique. Les fautes qui t'inspirent le plus d'indulgence. Ah, alors ça, peut-être la naïveté. Faire des choses, faire des erreurs par naïveté, commettre des impairs par naïveté. Euh, je pense, ouais, c'est ce que enfin, je vais pas dire ce que je pardonne le plus facilement, mais c'est ce qui me fait me dire que l'humain reste bon, que ça part pas d'une mauvaise intention. Un métier que tu aurais détesté faire. Mhm. Un métier que j'aurais détesté faire. Ah bah si, tiens, mes parents voulaient que je sois comptable. J'aurais pas aimé ça du tout, voilà. Ce que tu apprécies le plus chez tes amis. Leur diversité. Ce que tu détestes par-dessus tout dans la vie. Les gens qui font des choses parce qu'ils se pensent supérieurs aux autres, quel que soit le cadre, qui ont des actions sur les humains, sur la Terre, enfin, simplement parce qu'ils se pensent supérieurs aux autres, comme s'il y avait une hiérarchie entre les êtres. Ce que tu aimes le plus faire dans la vie. Ce que j'aime le plus faire, lire et écrire. Quels sont tes héros dans la fiction? Je vais dire Mara, c'est une héroïne de la trilogie de l'Empire et c'est ce qui, enfin je savais pas à l'époque quand j'ai lu cet ouvrage au collège, enfin ces trois livres, mais c'est ce qui s'apparentait déjà enfin, à ce que j'allais découvrir plus tard, donc à ce qu'est le féminisme, la capacité de la femme à diriger toute une maison, diriger ses terres, à monter à réussir dans le jeu de la politique, à gouverner d'une main de fer dans un gant de velours et à réussir et à aussi s'appuyer sur ses faiblesses, sur le fait d'être une femme, qui est une force, in fine. C'est l'héroïne qui m'a le plus marqué dans mon enfance et mon adolescence. Et tes héros dans la vie réelle? Mes amis qui arrivent à aller au bout de leur rêve, à partir pas de changement de vie, de carrière, et qui donnent vie au rêve, à leur rêve d'enfance, c'est eux qui m'inspirent. Et puis toutes les femmes auteurs noires qui écrivent des ouvrages, quels qu'ils soient. Si tu étais une devise. Une devise. J'allais dire, avant c'était ne pas remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Ça a été comme ça une grosse partie de ma vie, mais je pense que ça a généré aussi beaucoup de stress et un manque d'indulgence et de compassion envers moi-même. Je dirais plutôt aujourd'hui, c'est faire de son mieux. Et si tu devais te réincarner? Dans un animal ou dans une personne Ce que tu veux, une humaine? plante, même un objet. euh, Bonne question. Je dirais, si c'était un objet, je dirais un stylo. Et si c'était une plante, enfin une plante, un animal, je dirais un lion. Et si Dieu existe, qu'aimerais-tu qu'il te dise lorsque tu arriveras au paradis? Qu'ils me disent que malgré tout, j'ai fait de mon mieux. Merci Mauna, merci à tous d'avoir été présents. N'hésitez pas à suivre les personnes on stage et autour de vous. L'essence même de Clubhouse, c'est l'échange et la collaboration. Vous pourrez retrouver Mauna ce soir comme tous les soirs pour sa room autour de la gratitude. Vous pourrez écouter aussi le replay de l'interview grâce au lien qui se trouve dans le descriptif du club. Il vous suffit de cliquer sur la petite maison verte au-dessus du titre de la room. Quant à nous, on se retrouve très vite, hein Mauna? Ouais, merci Lola, merci beaucoup pour cette opportunité et merci de m'avoir poussé à faire cette réflexion. Mon prochain invité sera Arthur Aubeuf, cofondateur de Time for the Planet, ou comment l'entrepreneuriat se met au service de l'urgence climatique. Le climat, c'est quelque chose qui te préoccupe, Mauna? Oui, ça ne l'était pas quand j'étais plus jeune, mais depuis quelques années, je me renseigne. J'essaie à mon niveau aussi de faire des actions. Je tends à devenir végétalienne et peut-être même végane, donc ouais, ça me Waouh, préoccupe. waouh. Belle journée à tous, à bientôt. À bientôt, merci Lola.